En 1968, on a reçu la fameuse lettre disant que nous serions fermés très prochainement. C'est un souvenir terrible pour les 573 gars qui étaient encore dans la maison. Moi, à ce moment-là, j'étais toujours au bureau du personnel. Puis cette lettre est arrivée. Un courrier comme les autres, au milieu de la pile, il n'avait rien de spécial. J'étais élu au comité mixte d'établissement avec 3 autres copains. Le chef d'établissement nous a donc convoqués, tous les 4. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un homme avoir envie de pleurer. Un chef d'établissement qui avait envie de pleurer. Il nous a lu un texte qui nous mettait sur une liste de 5 établissements, dont Arles et Hermont, qui seraient fermés dans les délais les plus courts. Là, je suis resté bouche bée. Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis il fallait aller l'annoncer aux 500 et quelques copains. En 1920, il y avait encore des ouvriers et des patrons. On savait qui on était. Il y avait un mur. Tu étais né d'un côté ou de l'autre. C'était pas compliqué. Chacun à sa place. Alors oui, évidemment, en 1920, il y avait 1800 employés aux ateliers. Mais en 81, une rose à la main, c'était une autre histoire. Pourtant, ça n'aurait pas coûté cher de faire un geste. Ils avaient bien nationalisé les banques. Ils auraient pu sauver le service public. Je suis amère, comme le pissenlit, la mauvaise chicorée, le café brûlé. Tout ce qu'on bouffe chez les ouvriers. Ça nous prend dès la naissance, c'est une seconde nature. Puis on découvre tôt ou tard qu'on a quelques raisons de l'être. Amère. Oui, je suis amère. Dans la ville, on appartenait à une espèce d'aristocratie. La noblesse ouvrière. Quelque chose dans le genre. Ça avait commencé en 1845 à l'ouverture. Les familles se précipitaient pour inscrire leurs gosses en apprentissage. Mais bon, tout le monde ne pouvait pas entrer. On passait un concours, on était nombreux. Je me souviens être allé dans une grande salle. Je rentrais à reculons. Je devais passer mon examen. Je ne savais pas si j'allais être reçu ou pas. Mais une fois qu'on y était, dans la boîte, comme on disait, les gens nous enviaient. On pouvait faire la formation de meilleurs ouvriers de France. On a eu des meilleurs ouvriers de France chez nous. Il y avait une fierté à travailler aux ateliers d'Arles. Et on ne pouvait pas plaisanter avec la sécurité. Quand on faisait l'entretien des voitures voyageurs, jamais. Jamais une voiture ne serait sortie de notre chantier sans être complètement terminée. Il n'était pas question, même s'il ne manquait qu'une clavette, de la laisser sortir sans cette pièce. Et celui qui décidait, ce n'était pas le patron. C'était celui qui faisait le boulot. Notre travail, c'était le confort et la sécurité des usagers. Une motrice et des wagons bien réglés, ça rendait les trajets plus agréables. Et si le travail était bien fait, le passager ne se rendait même pas compte, ça lui semblait normal. Il avait fait un bon voyage, il était content. On faisait dans l'invisible. Nous, les femmes, on n'avait pas le droit de rentrer aux ateliers. Et ça nous venait même plus à l'idée. C'était leur domaine. On disait chez nos hommes, chez nos maris, nos frères, nos pères, nos grands-pères. Mon père était tourneur. Toute la journée devant un tour. Il restait là, sans bouger. À l'époque, il ne pouvait même pas chauffer. Je me rappelle. Mon père disait que pour se réchauffer, il roulait des cigarettes. Il allait exprès devant le poêle pour rouler ses cigarettes. Et pendant qu'il roulait,
il se réchauffait un peu avant de retourner à son poste. Dans la famille, 4 générations de cheminots. Alors quand même, hein, j'en ai entendu. Avant nous, il y avait eu la guerre. Mais nous, nous étions encore des gosses. Ici, on avait pris 4 ou 5 bombardements sous la tête. Je ne sais plus exactement. Il y a eu certains trains qui ne devaient ni partir, ni arriver. Quand le devoir t'appelle, tu ne réfléchis plus, tu y vas, tu arraches les rails. Il faut dire qu'ils étaient bien placés, ils avaient le matériel. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais on sait bien qu'ils n'ont pas toujours réussi, les cheminots. Des années plus tard, le matin, en arrivant, je regardais les voies qui filent rejoindre le réseau nord-nord-est. Et je pensais à tous ces gens qui sont partis loin d'ici dans des wagons aveugles. C'est un truc qui te fiche la chair de poule. C'est difficile à expliquer. L'odeur du métal, du cambouis, la brume qui monte du ballast à cause de l'humidité du petit matin. Ils ne sont pas nombreux à nous avoir parlé de ça. La peur, l'horreur qui n'a même plus de nom, incapable de hurler cloué sur place. C'est ça. On a pris masse et on t'a enfoncé des clous dans chaque pied. Tes jambes pèsent des tonnes, comme du plomb mais brûlant. La honte de ne plus pouvoir faire ce que ta conscience te souffle. C'est quelque chose qui nous a été transmis. On ne l'a pas vécu, mais on sait. L'humiliation aussi. Parce que ton cerveau, il continue à tourner. Ça ne se commande pas comme ça, il fait ce qu'il veut. Et il t'en raconte des trucs. Que tu n'es plus un homme. Que c'est fini. Que tu as renoncé à te tenir debout. Tu rentres à 4 pattes comme une bête. On ne pourra jamais imaginer comment c'était. Ils sont dans le wagon face à toi, terrorisés. Mais ils ne disent rien. Tu évites de croiser leurs regards. Tu as fait un pas en avant. Et le canon du fusil t'a fait reculer. Tu as senti le tube de métal entre tes côtes. Et tu sais que demain, ce sera fini. Toi, tu t'en remettras, alors que, quand tu ne peux plus croiser le regard, eux qui disparaissent déjà dans une sorte de brume, il faudrait graver leur visage dans ta mémoire pour pouvoir témoigner, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Mais ta tête refuse. Tu n'arrives pas à les faire entrer. Cette humiliation-là, tu n'oublies jamais. Tu meurs avec, et on l'a tous reçu en héritage. Tu as beau frotter, ça te colle à la peau. Chez nous, il y a eu de vraies amitiés. Ce ne sont pas des histoires. Il y avait des gars, tu savais que tu pourrais toujours compter sur eux. Et puis même aujourd'hui, ce qui reste, quand on se croise, même si on ne parle pas du passé, on comprend tout ce qu'on y passe et quelque chose entre nous qu'on ne pourra jamais nous retirer. L'autre fois, j'ai retrouvé un gars grâce au journal, un article sur les ateliers. Pour dire, lui, c'était un pilier d'église et moi, athée comme je suis, ça n'a jamais dérangé. Au bout de 54 ans, on s'est retrouvés, je suis allé le voir là-bas dans l'Est. Quand je l'ai aperçu qu'il m'attendait sur le quai de la gare, à son regard, j'ai dit, c'est lui. On s'est retrouvés et on s'est dit, il n'a pas changé. Mais sacré mensonge. En fait, ce qui ne change pas,
c'est le regard. Approche-toi, j'ai un truc à te dire, à te glisser au creux de l'oreille. Approche-toi, j'ai un truc à te dire, je voudrais pas me garder pour moi. Y a un truc qui cloche, un truc qui ne tourne pas rond, un cheveu dans la soupe, un truc qui sent pas bon. Parfois on parle, parfois on se tait, tout est trop lourd, trop brûlant. J'étais un chef, un joueur de sifflet, dans mon costume au bout du quai. Je sifflais sans jamais me tromper, je sifflais sans jamais me tromper. J'ai toujours fait de mon mieux pour faire briller les essieux. J'ai toujours été fier de moi quand je lançais une machine sur les voies. Je n'entends plus le chant de ma sirène, je ne l'entends plus, je ne l'entends plus. Je ne sais plus quoi faire de mes bras, je ne sais plus quoi faire de mes doigts. Oh, plus de bruit, plus d'odeur, plus de machine, plus de cambouis. Et nous, on est toujours en vie, et pour nous, rien n'est fini. Approche-toi, j'ai un truc à te dire, à te glisser au creux de l'oreille. Approche-toi, j'ai un truc à te dire, je voudrais pas le garder pour moi. Nous sommes les cadets du rail, qui défilons avec allégresse, ardents au jeu du dur travail, rayonnant de belle jeunesse, gaiement suivons notre chemin, car nous incarnons l'espérance, les vaillants cheminots de France et la relève de demain. Ma mère était infirmière aux ateliers. Toute mon enfance, je l'ai passée au-dessus du portail, dans le logement de fonction. En bas, il y avait la salle d'attente, avec l'escalier pour monter à l'étage, dans le logement, et juste à côté, la salle de soins. Je n'ai pas eu à me demander ce que j'allais faire, juste descendre de mon observatoire pour entrer dans la mêlée. Je les ai suivis, ces ouvriers qui franchissaient tous les jours le portail comme une marée humaine, puis je suis devenu l'un d'eux. Je faisais les vaccins, les visites médicales, les certificats. À l'époque, les apprentis, ils étaient encore tout petits. Il fallait tout leur apprendre. L'hygiène, l'alimentation, la santé. Certains arrivaient de la campagne. Il fallait s'en occuper pour ne pas qu'ils foncent au café boire tous leurs petits pécules. Mais ça, je savais faire. J'avais bonne réputation. Les gars me faisaient confiance. Ils parlaient entre eux, ils savaient que je ne répétais rien. Et puis surtout, il n'y avait pas d'équivoque. Pas le genre de la maison. Quand ils se mettaient en caleçon, c'était plus des bons hommes, rien que des patients. Et finalement, les gars, ils préféraient ça. Les choses étaient claires, chacun à sa place. On habitait l'Arceau. À l'entrée de l'atelier. Sous l'horloge. Mais on n'allait jamais jouer plus loin, ma mère n'aurait pas toléré. On restait dans les abords immédiats. Parfois, on s'aventurait jusqu'au garage à vélo, mais jamais plus loin. Puis on pouvait profiter des douches des ateliers. Le soir, on nous emmenait nous laver dans le bloc des agents qui avaient un travail salissant. Ceux qui avaient le droit à une douche à la fin de leur journée. Les cheminots m'aimaient bien. Ils se disaient que je piquais bien, qu'on ne sentait rien. C'est la surveillante qui m'avait appris à l'hôpital en sortant de l'école. Il fallait pincer la chair en tournant avant d'enfoncer l'aiguille. C'était ça le secret. C'est normal que je sois devenu cheminot. Ma mère, c'était un peu la mère de tous les cheminots.
Il lui racontait des choses qu'il n'aurait jamais dites à personne d'autre. Je ne savais faire que ce qu'on m'avait appris. Et je le faisais bien, je crois. Enfin, le mieux possible en tout cas. Un jour, le métier a changé. C'était plus le corps qu'il fallait soigner. Les gars venaient, ils avaient mal partout et je ne pouvais rien faire. Ils avaient compris que c'était fini, qu'il n'y aurait plus personne derrière, plus de sang. Tout s'effritait. Les effectifs, le travail, leur savoir-faire. Ils avaient mal et ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Je ne pouvais plus soulager cette douleur-là. Je ne savais pas. On ne m'avait pas appris. C'était dur. On attendait la fin et on ne savait plus quoi faire. Mais docteur, il parle plus. C'est plus le même, on le reconnaît plus. Dès que j'essaie de savoir ce qui se passe, il se met en colère. Vous comprenez, c'est pas facile avec les enfants. Ils sont grands maintenant. Ils voient bien ce qui se passe. Et puis ils savent. Toute la ville en parle de la fermeture. Ils grandissent, ils parlent plus qu'avant. Et lui, il veut rien entendre. Il voudra jamais venir vous voir pour ça. Et il dit qu'il est pas malade. Vous savez, quand on a reçu la lettre, la première, il disait seulement que l'activité allait ralentir. Mais nous, on a bien compris où il voulait en venir. Je me souviens, j'étais dans la cuisine. Je me suis appuyée contre l'évier pour la lire. C'était un bac en faïence avec un gros bord, comme un bourrelet. Chaque fois que je repense à cette histoire de fermeture, je revois mon évier. Heureusement que je m'étais appuyée, parce que le sol s'est ouvert sous mes pieds. J'ai commencé à avoir froid et j'ai paniqué. J'ai pensé aux enfants. Et puis, j'ai pensé à mon bonhomme. Dans quel état ils allaient me le rendre. Parce que le problème, c'était pas de perdre son boulot. On savait bien qu'ils allaient les reclasser n'importe où, n'importe comment. Le problème, c'était pas forcément de déménager, d'aller ailleurs. Non. Le problème, c'était de brader un outil comme ça. C'était pas tout pour nous. C'était pour la ville. Pour tout le monde. Tout ce gaspillage d'argent public, ça nous rendait malades. Ouais. C'est ça. On avait honte. Parce qu'on savait bien que derrière tout ça, il y avait une bonne part de mensonge. Le service public, finalement. Nous étions bien les seuls à nous en soucier. Et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Les cheminots, ils allaient sacrément grincer des dents. Et j'ai tout de suite compris que c'était encore nous, les femmes, qui allions porter tout le monde à bout de bras. Parce que nous, on parle. On dit ce qui nous passe par la tête. Parfois, ça fait du bruit, mais ça fait du bien. On garde pas les choses pour nous. Vous voyez bien, docteur, moi, je suis venue vous voir, mais mon mari, lui, il veut rien entendre. J'ai toujours été forte, mais là, je suis fatiguée. J'ai toujours dit, tant que t'es vivante, tu mets un pied devant l'autre et tu avances. Et bien aujourd'hui, ça devient dur de lever les pieds. Et si moi je flanche, c'est toute la maison qui s'effondre. Je vous dis, faut pas que je me laisse glisser. Je suis responsable de vous, comprenez? Ma fille, elle fréquente depuis peu. Un gars bien du reste. Mais qu'est-ce qu'il va penser de notre famille? Vous ne dites rien, docteur. Évidemment, vous ne savez pas ce que je vais bien pouvoir leur raconter. Mais ça sert à quoi de passer sa vie à la gagner? Si le travail vous la prend, la vie.
J'étais cheminot. Mais nous, on n'avait pas intérêt à dormir quand on conduisait les machines. J'ai commencé avec les vapeurs. Et là, je peux vous dire qu'on ne risquait pas de roupiller quand on pelletait le charbon. Après, les diesels, c'était le confort. J'ai pris ma retraite juste avant l'électrification du réseau Sud-Est. Vous allez où? Loin, très loin. Au terminus. Oh, si on veut. Le trajet sera long. Vous voulez partager vos casse-croûtes? Oh, c'est gentil. Je dois changer 2 fois, mais je n'ai pas trop d'attente. C'est assez facile. Vous allez où? À la montagne, chez ma mère. Il fera nuit, mais elle vient me chercher. Le village n'est pas loin de l'arrêt du train. Vous n'allez pas trouver du matériel de première classe. Je sais, je sais. Ces petites lignes, elles ne sont plus entretenues. Trop de voitures sur les routes, pas assez de passagers dans les trains, du vieux matériel, des voies qui deviennent dangereuses. Qu'est-ce que ça dérange finalement? Ma mère ne sait pas conduire. Quand elle doit aller à la préfecture, elle prend le train. Les petites lignes, elle compte dessus. Et vous conduisez? Oh non, j'ai pas le permis de conduire. Vous êtes jeune, vous apprendrez. C'est ce que dit toujours mon chef, hein. Faut passer le permis. Toutes ces lignes secondaires vont bientôt fermer. Vous ferez comme tout le monde. Vous prendrez votre voiture. Après ça, qui est-ce qui partagera mon casse-croûte? On sera en veille de bagnole, qu'on ne pourra plus mettre un pied devant l'autre, que toutes les vallées seront engorgées par des nuages de fumée toxique. Ils voudront y revenir au train, mais il sera trop tard. Mais tout le monde dit que les petites lignes ne sont plus rentables. Mais ça n'a pas à être rentable. C'est un service public depuis 1938. Ça veut dire qu'il faut donner au public un maximum de services. Ça ne sert pas à se faire de l'argent sur le dos du public, mais à lui rendre service. C'est pour ça que la SNCF est une compagnie nationale. Hein, le grand événement du chemin de fer chez nous, c'est sa nationalisation. Le rail, c'est trop gros pour être exploité par le privé. Ou alors, il n'y aurait des trains que là où ça rapporte. Et à ce compte-là, on n'aurait pas exploité beaucoup de voies. L'esprit cheminot, vous connaissez peut-être? J'appartenais à une organisation où aucun grain de sable ne devait venir gripper la machine. Les trains, ça part et ça arrive à l'heure. Priorité aux usagers. Hein, c'était quelque chose d'exaltant. Pour tout vous dire, mon père aussi conduisait les trains. Ah, Des vapeurs? oui, des vapeurs. Ma mère avait gardé sa pelle à charbon. Mais quand nous sommes partis, nous n'avons pas pu l'emporter. Il a fallu laisser beaucoup de choses derrière nous. Il était sur quelle ligne? Oh, c'était pas ici. Ben alors, vous savez bien, l'esprit cheminot, la solidarité, vous connaissez? Un peu. J'étais jeune encore quand il est mort. Hein, moi, j'ai connu la belle époque. On appelait ça la famille. Alors, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Moi, j'étais du Sud. Supposons que je parte en voyage à Rennes. Imaginez que je perde mon portefeuille ou qu'on me le vole. En sortant du train, je n'avais donc plus d'argent. Eh bien, je vous jure, j'allais voir le chef de gare à Rennes, qui ne m'avait jamais vu de sa vie, et il me faisait ce qu'on appelait un secours officiel. Il ne me donnait pas d'argent de sa poche, non, non. Il me faisait un secours de la SNCF que je remboursais à mon retour. On ne laissait jamais tomber le copain de la famille. Moi, j'appelais ça solidarité, fraternité. Vous pouvez y mettre le nom que vous voudrez. Ça va peut-être vous paraître idiot, mais je suis fier d'avoir connu ça. Je descends ici. Je suis bien contente de vous avoir rencontré. Bon voyage.
syndicat ont dit qu'il fallait rester à nos postes. On ne bouge pas, ils finiront par percuter. Au début, ils pensent toujours que c'est une panne, mais là, ils vont comprendre. Maintenant, il faut leur mettre la pression. Ils veulent plus nous laisser travailler, on bloque, c'est tout. Parmi les chefs, il y en a qui pensent qu'on a raison. Ah bon, et comment tu le sais? Ah, ils disent rien, mais ça se voit. Mais de toute façon, on a raison. Ils peuvent pas tout foutre en l'air comme ça. Tu peux pas dire ça. Eh, l'équipe des voix est solidaire, ils bloquent aussi. Je me demande si ça fait pas un peu trop. Ça me fait de la peine pour les usagers. Maintenant, les usagers, ils sont avec nous. Eh, une action, elle est efficace si tout le monde s'y met. Eh, j'ai un copain, un cheminot hein, comme nous. Il est allé réparer des wagons sur Avignon. Dans un coin du dépôt, il y avait des frigorifiques avec des petits moteurs. C'était des gars du privé qui étaient en train de les entretenir. Mon copain, il leur a demandé combien ils allaient facturer à la boîte. Devine un peu, 3000 francs. T'imagines? Nous, ce boulot au chemin de fer, on le fait dans la journée. Et ça représente quoi? Allez, 1000 francs. Tu te rends compte un peu? Et après, on dit qu'elle est déficitaire, la SNCF. Allez, ça va bien, on bloque. On peut peut-être trouver d'autres moyens d'action. Il faut agir, je suis d'accord. Ça fait des années qu'on se bat. On a payé le prix fort, on va pas s'arrêter en chemin. Depuis la guerre, on en parle de la fermeture. Bien avant qu'on reçoive chacun notre lettre. Que ce soit les cheminots, l'électricité, le gaz et la poste, le gouvernement qu'on a eu après la guerre, ils ne pouvaient pas voir les fonctionnaires. Parce qu'à l'époque, quand les cheminots plantaient une grève, les types, ils avaient les glandes, les gros bras là. Ça, ils ne pouvaient pas supporter. Du coup, ils ont commencé à démanteler toutes les grosses entreprises. On n'a qu'à travailler. De toute façon, on ne sera pas payé. Si on ne bloque pas la circulation des trains, mais qu'on fait des trains gratuits pour tout le monde, au lieu d'avoir les usagers contre nous, on essaie de les avoir avec nous. Je te dis que les usagers ils sont déjà avec nous. Tu n'as qu'à voir les comités de défense. La ville est derrière nous. Eh, on a chiffré ce que représentait la rémunération de 500 personnes aux ateliers d'art sur le plan économique. Ben, ça se compte en dizaines de millions par mois. Alors quoi? C'est sûr qu'on apporte quelque chose à la ville. Tout le monde est concerné, on va y arriver. Mais ça suffira pas. Il faut revendiquer à tous les niveaux, même au plus haut. Une délégation doit monter à Paris, devant le directeur des transports terrestres. Il faut s'appuyer sur notre député pour être reçu à Matignon. Ils sont concernés par l'emploi, non? Bon alors qu'ils le prouvent. Tu vois bien qu'il y a une volonté de casser l'outil qui nous dépasse. L'entretien des grues griffées qu'on fait ici. Pourquoi on l'a pris? Elles appartiennent à la SNCF, d'accord. Et puis on les entretient bien. Mais ça pourrait être fait par n'importe quel mécanicien dans le secteur. Une grue, c'est vrai, tu la poses sur une remorque et hop, tu l'embarques où tu veux. Alors que les voitures, c'est notre spécialité. C'est ce qu'on fait le mieux. Et on ne peut pas les emmener chez un privé. Et puis des voitures, on aura toujours, non? Ah, tu parles. Ils finiront par dire qu'on ne sert plus à rien. Que notre spécificité ferroviaire a disparu. Ah, tu sais, c'est toujours la même histoire. Hein. Ton chien, quand tu veux le tuer, tu lui trouves des puces ou une maladie. Les ateliers, c'est pareil. Changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer, ça vaut le coup d'essayer. Essayons pour une fois de regarder droit devant nous, avançons la tête haute, sans plus jamais se mettre à genoux. Il n'y a plus aucune raison de rester au fond du trou, débarrassons-nous de cette corde. Ils nous brûlent le cou, avançons avec courage, ils finiront par avoir peur de nous, ils comprendront dans leur palais, ils nous ont rendu fous. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer, ça vaut le coup d'essayer.
ferment encore les yeux. Ils nous mettront tous dans le dos les cendres de notre silence. Ils nous les jetteront en plein visage et voudront nous faire oublier qu'il nous reste la rage. Levons nous sans tarder, levons nous les poings fermés. Il est encore temps de se battre, il est encore temps de gagner. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer. À la surface, ne les laissons pas croire que nous sommes à l'aise dans notre cage. Si on veut encore se regarder dans la glace, n'attendons plus que ça passe, ne restons pas sur place. Levons-nous sans tarder, levons-nous les poings fermés. Il est encore temps de se battre, il est encore temps de gagner. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas en rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer. 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 Si tu as tes examens, tu seras le premier fils depuis 3 générations à ne pas être cheminot. Je serais fière de toi si tu réussis dans tes études. Alors c'est décidé? Tu veux pas intégrer la maison? Je ne sais pas ce que le grand-père aurait pensé. Oh, tu n'as pas tort. La maison, la boîte. On a le sentiment que bientôt ça ne voudra plus rien dire. Ce sera comme un vieux souvenir. Tout a été cloisonné, compartimenté. Bah, c'est fait exprès. Moins les gars se croisent, moins ils se parlent. Les revendications faiblissent forcément. Tout a été bien pensé là-haut. Chacun dans son tiroir. Les horaires ne coïncident plus. La production est dispersée. Mais la solidarité, ça ne se casse pas comme ça. Ça vaut le coup d'essayer. Mais ça résiste quand même. Ça vaut le coup d'essayer. 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 En réunion de cellules, ça discutait, et même, souvent, ça s'engueulait ferme. Les syndicats n'ont jamais eu le courage d'être révolutionnaires. Mais ce n'était pas leur boulot. Ce que tu ne veux pas comprendre, c'est qu'il faut demander des choses qu'on peut obtenir. Tout ne se fait pas en un jour. Le grand soir dans le monde du travail, ça n'existe pas. Les tenues de travail au début, ils ne voulaient pas nous les fournir. Et puis les syndicats, la CGT, ils ont commencé à mettre le holà. Il faudrait des gants, il faudrait des souliers de sécurité, des lunettes pour meuler. Combien il y en avait qui se mettaient des machins dans l'œil? Il y a des types qui se sont battus pour les cheminots. Certains ont été révoqués à vie. J'en ai connu, ils n'ont plus jamais trouvé de travail. Moi, je dis chapeau. Ouais, d'accord. On ne dit pas le contraire. C'était des hommes de terrain. Pour moi, l'engagement, c'est naturel. Je suis né avec. Je suis fils et petit-fils de mineur. Quand je me suis fait étendre au concours d'entrée à l'école normale, j'y suis allé moi aussi, mineur de fond.
En 1950, les mines, ça marchait. Il fallait se retrousser les manches. C'est reparti avec Maurice Thorez. Ah ça, tu peux dire ce que tu veux, je ne renierai jamais. À l'époque, ce n'était pas facile. Les patrons, ils se renseignaient. Et dès qu'ils voyaient marqué « rouge », ben c'était terminé. Tu ne pouvais plus travailler. Tu nous l'as raconté 1000 fois. Écoute-moi, j'étais au charbon. Quand tu es minot, c'est une leçon de solidarité. Personne ne lâche personne. Il y a une fraternité qui ne s'explique pas. Jamais un mineur ne laissera tomber un autre en difficulté. On ne te dit rien, mais tu observes, tu comprends. À 18 ans, ça t'imprègne tout doucement. L'esprit revendicatif, au sens noble du terme, c'est là que je l'ai attrapé. Mais c'est pas pour le plaisir de la revendication. Elle a une raison. Quand tu passes de la mine au chemin de fer, c'est pareil. Oui, c'est très important pour la région. En tant qu'ancien cheminot, je suis fier de ce qui a été fait. Hein, mais il faut aussi que le progrès puisse être partagé par tous. Bah oui, hein, c'est surtout ça. Bon, nous, on ne paye peut-être pas le tram, mais pour les autres... La grève, c'est trop limité comme moyen d'action. Tu sais, il y a des jours où j'en crevais de rester sans rien faire, où je n'en pouvais plus de voir ta mère trimer à droite, à gauche, pour apporter 3 sous à la maison. Ces jours-là, je serais bien retourné prendre mon poste. Ah oui? Mais alors qu'est-ce qu'auraient pensé les autres, hein? Tous solidaires, obligés de suivre. Non, pas du tout. Tu te trompes complètement. Se faire dire qu'on a fait le ras, ça n'a jamais tué personne. 1 heure après, tu es face à ta machine, tu n'y penses plus. La sécurité, tes mains, les mâchoires de la cisaille, ça t'occupe suffisamment. Tu es simplement un type qui fait son travail. Tu ne répètes pas, j'ai fait le rat, oh, j'ai fait le rat. Parce que ta tête est occupée à autre chose, non. Si je n'y suis pas retourné, c'est parce que je savais qu'il y avait des gars dans des situations encore plus difficiles que la mienne, qui, eux, continuaient la grève. Alors, je ne pouvais pas les lâcher. Dans ces cas-là, c'est à l'autre que tu penses, pas à toi. Mais un peu cateau ton histoire. Oh, ne commence pas à être condescendant. Quand vous êtes plusieurs, vous devenez tout de suite arrogant. Mais il y en a eu d'autres avant vous qui se sont battus pour que vous puissiez manifester dans la rue au lieu d'aller en cours. Il ne faut pas l'oublier. On n'a plus 15 ans, arrête un peu. Ce que je dis, c'est que ça ne coûte pas bien cher d'être un révolutionnaire radical lorsque ton seul choix dans la vie, c'est aller en cours ou faire l'école buissonnière. Quand vous serez dans le monde du travail, vous verrez que c'est autre chose. Tu es amer parce que tu sais que vous avez capitulé. Et ça, tu ne supportes pas. Je t'interdis de dire ça. Il est interdit d'interdire, tu ne savais pas? Ce n'est pas arrivé jusqu'à vous. La vie, on le tire. Ce qu'on t'a inculqué, c'est la frilosité. Il fallait tout faire péter, saboter le matériel et discuter après. On ne pouvait quand même pas saboter notre outil de travail. Ça aurait servi à quoi de scier la branche sur laquelle on était assis?
tu veux flotter, faut être à plat. Ouais, bah ça va, il n'y a même pas d'eau, hein, ça va. Bah écoute, tu vas apprendre à nager. Alors tu pousses avec tes jambes comme une grenouille. Là, écarte les pieds, l'eau résiste, hein, faut la pousser. Oui, bah avec les bras, je fais quoi? Imagine que tu pousses des rideaux avec tes deux bras. Ah bah c'est pareil. Tu écartes l'eau avec le plat de tes deux mains. Eh ben, ça fait beaucoup de choses à imaginer. Tais-toi, nage. La direction de Marseille est venue. Il y a eu un vote pour savoir ceux qui voulaient rester aux ateliers et ceux qui voulaient partir. Il y a eu une grosse majorité de types qui ont demandé à partir. Certains ont demandé Miramas, d'autres Avignon. Lui, il a dit « Je veux aller à Beauduc ». Je peux vous dire qu'il s'y attendait pas. Sans se démonter, la direction lui a demandé pourquoi il voulait aller à Beauduc. Il leur a répondu qu'il voulait aller à la pêche. Lui, il n'a jamais eu peur de dire les choses, même au gros bonnet. Il leur a parlé franc. Vous m'envoyez à Miramas ou Avignon, demain je suis malade. Je n'ai pas demandé à partir, moi. Quelque temps après, la direction lui a annoncé qu'il restait aux ateliers. Il fallait tout démonter et envoyer ça en Italie. Là-bas, ils récupéraient la ferraille de toute l'Europe. Ils sont restés à une dizaine. Ils démontaient, ils découpaient, ils mettaient tout ça sur des wagons. Ils ont commencé début janvier 85. Les ateliers ont fermé fin 85. Le dernier jour, c'est lui qui a fermé la porte. Je ne peux pas dire qu'il était triste sur le moment, mais il en a vu pleurer certains. Lui, non. C'était fini. À la fin, la mentalité avait tellement changé. Tu toucheras le même salaire? C'est un peu égoïste de dire ça. Au moins, ça ne changera rien pour nous. J'aurais dû refuser, mais j'ai pas eu le courage. Fallait résister. Refuser de quitter le site. Pourquoi faire? Démonter les boulons? Casser les lignes? Balayer le ciment? Tu mérites mieux que ça. T'as pas eu le choix. Au moins, tu vas faire un vrai métier. On peut pas toujours être des héros. On s'est battu jusqu'au bout, ben. C'est ça qui compte. Tu parles. On va à peine me former. Faudra que je m'adapte, que je découvre tout sur le tas. Je sais que tu vas y arriver. Tu parles. J'ai un collègue. Il était bobineur, des doigts de fée. Toute la journée à torsader des fils de cuivre. Il est parti à l'entretien des Gadous à Marseille. Tu sais ce que c'est? Des wagons à merde. Ils curent les fosses et ils emmènent tout en train. Et après l'entretien des essieux, c'est pour eux, tu te rends compte? Alors il faut se dire que tu as de la chance. Après, ils l'ont balancé fréniste à Avignon. Une fois, il s'est écrasé le doigt sous une semelle de frein, il a failli perdre. Dis-toi, tu me fais peur! Il a été convoqué au bureau du personnel. Tu sais ce qu'on lui reprochait? Trop d'accidents de travail. Alors il leur a dit, je n'ai eu aucune formation pour ce nouveau boulot. Question sécurité, je suis comme un aveugle. Comment est-ce que vous voulez que je me blesse pas? C'était encore de sa faute. Toi au moins, ils vont te former. 4 mois. Et hop au triage. Tu sais ce qui m'empêche de dormir la nuit? L'idée que si je fais une connerie, les usagers vont trembler. Le stage, j'arriverai pas. J'arrive plus à tout retenir, j'ai plus l'âge. Tu noteras bien tout. C'est ça l'important.
Et puis, tu rapporteras tes cahiers à la maison. Et moi, je t'aiderai. Je te ferai réciter. J'étais motoriste, je vais devenir tourne-bouton. Ça va pas être facile. Dans les ateliers, on était chez nous finalement. Je suis là. J'ai croisé un ancien collègue l'autre jour, il est parti à Miramas. Dans les premiers, je me souviens, c'était au début. On a parlé un peu, il est démoralisé. C'était un grand gaillard, un peu rougeau, qui blaguait tout le temps, je l'ai à peine reconnu. Tu sais, c'est un gars qui s'était bien réalisé dans son travail, puis il en a perdu le goût. Il me disait, avant la SNCF, c'était pas une maison où on était des pions, et tourne et vire de droite, de gauche. Il a raison, maintenant on est considérés comme des pions. Vous ne me chassez pas. Vous savez que je n'ai pas le droit d'être là. Je suis entrée par une brèche du mur, du côté du chemin des Minimes. Je vous connais. J'avais mis un cajot pour boucher le trou, et je ne l'avais pas bien attaché. Je savais que vous arriveriez à passer. La nuit, quand vous êtes là, j'ai moins peur. Peur? Un grand gaillard comme vous? Eh ben, peur de quoi? Il y a du monde là-dedans. Ils n'arrêtent pas de parler, ça fait du bruit. Pas de quoi avoir peur. Ils ne vous veulent pas de mal. Ils voudraient juste raconter leur histoire. Il ne faudrait pas qu'on oublie tout ce qui s'est passé ici. Regardez la fonte de la charpente, brûlante l'été, glaciale l'hiver. Le sol, les taches, tout ce qui a pu couler est rentré dans le ciment. Des flaques de mémoire que la terre garde jalousement. Je ne suis pas une mauvaise terre, j'en ai porté de l'eau fardeau sur le dos, offrant mon lit défait, j'ai toujours su y faire, j'ai toujours supporté le poids de vos pas pressés, je reste sans bouger, ça m'amuse de vous voir passer, les uns après les autres, côte contre les années de ce grand défilé. Quand tout avance, dans le bruit, dans le silence, vos amours, vos errances, tout ça dans la balance, parfois que rien ne bouge, quand la vie passe au rouge, moi je reste là, je vous attends.
départ du dernier train. Oh, tout avance, dans le bruit, dans le silence, vos amours, vos errances, tout ça dans la balance. Parfois, plus rien ne bouge, quand la vie passe au rouge, moi, je reste là, je vous attends. Chaque creux, chaque minuscule porosité de la pierre du pont vieille garde leur nom. Louis, Maurice, Jean, Boris, Gaëtan, Yves, Alberto, Jacques, Léonce, Georges, Paul, Amédée, Edmond,